fasse le clap. Hein. Oui, je vais faire le clap. Bon, première interview audio sur pixelbarbecue.com avec comme invité ce soir, ce matin, peu importe quand vous l'écouterez, une grande partie de l'équipe de Swing Swing Submarine et même quelques enfants. Peut-être, on ne sait pas, on verra. Ça va dépendre, ça va dropper. Voilà. J'ai une grande partie de l'équipe parce que je pense que là, c'est peut-être la moitié de l'équipe. J'ai donc Guillaume, Simon, Benoît et Yann donc avec moi, qui sont respectivement, donc Guillaume, tu es dans l'équipe. Je suis programmeur, un des deux programmeurs. Un des deux programmeurs. Simon. Moi, je suis graphiste et animateur 2D. D'accord. Et Benoît. Moi, je suis programmateur. Voilà. Donc c'est toi qui est utile pour les magnétoscopes et les machines à laver. Oui. C'est ça. Et puis pour que les gens du Midi Libre soient pas perdus quand ils viennent nous interviewer. D'accord. Et donc on a Yann qui lui fait de la musique et des bruits. Voilà. C'est ça, je résume pas mal. C'est ça. Qui a le meilleur micro ce soir, normalement. Et qui a le meilleur micro ce soir, qui va faire en sorte que je vais devoir donner un petit peu de gain. C'est vrai, c'est à ce point-là faible ou Non, ça va. Si tu parles comme ça va. Ok. Bon, alors, si je vous ai invité dans justement de cette interview, c'est parce que vous avez sorti il y a maintenant presque un mois Seasons After Fall, qui n'est pas le premier jeu de Swing Swing Submarine, mais qui est sans doute le pinacle. Non. Ah, j'espère pas pour vous. Mais sans doute celui que vous avez le plus envie de faire depuis le début, parce que Seasons, ça fait depuis 2009, si je me trompe pas, qu'il traîne dans les cartons. Si je me trompe, faut le dire. Donc il a mis 7 ans à arriver. Voilà. Il a mis 7 ans à arriver, donc bon, pour plusieurs raisons, mais la plus grande raison, je pense que c'est financier. Tout d'abord. C'était financier et manque de cerveau, on va dire, parce qu'au début on était tous les deux avec William qui est pas là ce soir. On essayait de faire un proto, donc on en trouve des traces sur YouTube malheureusement encore. Et donc on a mis ce jeu en pause au bout d'un an de prototype. On a fait 2 autres jeux entre temps, donc qui étaient Block That Matter et Tetrobotenko, qui étaient plutôt des puzzle games assez simples. Et en chemin, on a rencontré tous les gens qui sont là ce soir. Yann pour la musique qui est venu en premier, après Géraud qui est venu rapidement pour les graphismes, Benoît qui nous a rejoint pour programmer, et Simon qui nous a rejoint après, une petite année après pour l'animation du renard, quoi. Et quelques concepts et tout ça. Donc c'était clairement un jeu qu'on voulait faire dès le début de la boîte, mais on n'avait pas trop le skill pour le faire. Bon, par contre, tu dis des puzzle games qui étaient assez simples. C'est simple techniquement, on va dire, ouais. Oui, parce que... je me suis emballé. Oui. Voilà, visuellement, et c'était des blocs, quoi. C'était des jeux à base de blocs. Et après, c'était pas simple pour le joueur, quoi. C'était un peu plus simple pour nous pour le faire. Oui, plus simple. Par rapport justement à Seasons qui va chercher plus dans l'histoire, dans... Donc Seasons, avec la nouvelle équipe, on a mis environ 3 ans à le faire, un petit peu moins de 3 ans. Et pourtant, on avait des profils... Comment ? 2 ans et demi. Ouais. Oula, ça commence à pinailler. 2 ans et 6 mois et demi. Ouais, le temps passe. Et donc voilà, c'était plus dur pour nous pour faire ce jeu du côté développeur, je parlais. Ouais. Oui, là, je suppose surtout que vous êtes reparti de complètement zéro. Le prototype n'a pas été réutilisé comme base du tout. Ouais, voilà, s'il y avait des intentions et qui sont restées, mais après, voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et techniquement, c'était... Ouais, ça a été un outil d'embauche, le prototype. Hein. Moi, ils m'ont hameçonné avec ça. C'est vrai. Il me faisait rêver, quoi, même si maintenant il le renie, mais... Parce que Benoît, lui, a bossé sur Rayman Origins et Legends. D'accord. Et c'était de la techno de Rayman qui nous intéressait, l'aspect organique, tout ça, pour le jeu, quoi. Donc, il est venu en expert. Oui, en expert ou en déporté de Ubisoft avec les plans sous le bras. Et les gars, j'ai tout le code. On va dire que c'est nous. Ouais. Ça fait il s'est tatoué sur lui, en fait. Il a fait comme dans Prison Break. Je me suis échappé d'Ubisoft avec le code sous le dos. Ils y ont vu que du feu.
Ouais. Non, mais je suppose par contre que niveau technologie, le proto, c'était du fait maison, ça utilisait pas forcément le moteur genre Unity ou quoi que ce soit, alors que maintenant c'est le cas. Exactement. Ça utilisait Blender pour les connaisseurs. Un modeler 3D et du code maison. Puis on a hameçonné aussi pas mal de Benoît aussi avec Unity parce que on voulait faire des jeux avec Unity parce que c'était quand même le moteur en vogue. Oui. Et puis Benoît est pas mal un expert d'Unity quand même. Je te laisserai parler Benoît parce que ça fait un petit moment que tu utilises. Ouais, bah on était les premiers en France à faire du Unity. Il y a de ça 9 ans. Ah oui, quand Et même. voilà. Avec la boîte qui s'appelait Gamepulp, enfin qui s'appelle toujours. Gamepulp, ouais. Mm. Spécial Casedi. Gamepulp qui sont toujours là. Ils font toujours de Unity. Ben, je pense, ouais. Sans doute, de toute façon, en même temps, vu que maintenant Unity a une encore plus grande aura, une plus forte aura, ce serait dommage de laisser tomber si on a les connaissances. Oui, c'est sûr. Hein. Surtout en Et indépendant. non, bah voilà. Moi, c'est vrai que le proto, même s'il était effectivement graphiquement, il était pas pareil que ce qu'on a sorti, en tout cas, on va dire. Il était minimaliste, c'est ce qu'il faut dire. Voilà. Ça marche bien. Mais en tout cas, chez les indépendants. l'esprit était déjà présent. Moi, j'ai Mhm. tout de suite senti. Ça m'a tout de suite vraiment résonné. J'ai fait ah putain, mais ouais, carrément, je vois ce qu'ils veulent faire et ça me fait à fond. C'est vrai que je l'ai montré après à quelques collègues d'Ubisoft qui me disaient mais t'es au courant qu'il y a un putain de boulot avant d'arriver à faire ce qu'on faisait à l'époque avec Rayman. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va le faire, on est fous. Bah ouais, c'est pas grave. On est jeunes et on n'a plus rien à perdre, c'est ça? On était jeunes. Bah oui, il y a 7 ans, donc... Mais justement, en parlant d'Ubisoft, j'avais donc dans l'équipe il y a quelques personnes qui m'ont passé quelques questions. Et justement, pourquoi... Enfin, je suppose que c'est juste l'envie d'être indépendant et ne pas devoir rendre de compte. Et pourquoi cette idée-là? Je suppose qu'elle est née en même temps que... Ben voilà, Guillaume, toi tu étais aussi chez Ubisoft il y a maintenant quelques années. L'idée était déjà là à ce moment-là ou ça arrivait par après? Bah, l'idée de Citizens, ouais, c'était le jeu qui a fondé le studio, on va dire. À la base, moi je voulais faire un jeu sur la théorie des cordes Oui. d'Einstein avec ces 11 dimensions, et puis on a mis ce qu'on voulait dans les dimensions, parce que de toute façon on les connaît pas. Oui, de toute façon, La vache. Et William il me dit ouais, t'es sûr? l'exactitude scientifique. On la connaît pas, alors on fait ce qu'on veut. Ouais, on en connaît 3-4, tu vois, et puis les autres on peut broder. Ouais. Mais lui, il était pas très chaud. Il disait ouais, plutôt mettre des trucs qu'on connaît, genre 4 dimensions qui sont connues, genre les saisons. Et puis c'est parti comme ça. D'accord, donc ça, ce n'est pas parti du tout pendant que vous étiez, je sais pas combien de temps d'ailleurs, chez Ubisoft. Hein. Non, moi j'ai été 2 ans, ouais, je crois, après avoir fait mes 2 CDD. Et puis j'étais De bien, longs quoi. CDD quand même. Ouais. 18 mois, je crois. Et ça aurait été un par projet possible, ça, là-bas, ou vraiment pas du tout, c'est pas... Bon, si ça avait été poussé, je sais pas, j'en sais rien. Benoît pourra peut-être mieux te parler de Valiant Heart et ce qu'il a vu là-bas, parce que ce jeu, par exemple, le Soldat Inconnu, revient d'assez loin, mais c'était poussé par des personnes un peu plus influentes que Guillaume Martin et William David. Mais Oui, mais Je pense que ça peut être possible, mais il faut arriver au moment de la vague des hauts et des bas. Tiens, on fait des trucs pour la critique, ou ah tiens, on fait des trucs pour les ventes, tu vois. Enfin, c'est ça, dans une grosse boîte comme ça, c'est Ouais, vraiment c'est au bon moment, au bon endroit, et que les personnes Ouais. qui poussent. Ouais. moi, je trouve qu'Ubisoft est capable de sortir des ovnis, et c'est cool, et il y a plein d'éditeurs qui sont pas capables. Mhm. Mais, enfin, je pense pour un ovni qui sort, il y en a 50 qui resteront un vague souvenir dans le cerveau d'un créateur quelque part, mais bah voilà, tout est une question de chance en fait, et de timing. Tu vois, genre Grow Home, c'est un Ouais. des derniers ovnis d'Ubisoft, c'est vachement cool, mais enfin, c'est je sais pas, c'est complètement un pur hasard que ce truc ait eu lieu, je pense. Oui. C'est impitchable en soi, un truc pareil. Oui, non, c'est sûr que c'est très difficile à vendre, surtout quand entre guillemets, on vient de nulle part. Bon, là, c'est quand même une réflexion qui est derrière, donc
Ouais. c'est pas non plus, voilà, ils sont déjà un peu le pied dedans, ils peuvent déjà peut-être proposer plus facilement des choses. Mais voilà, la question c'était vraiment ça, c'était de savoir Mais je veux dire, même en interne chez Réflexion, ils font d'autres choses. Oui, bien sûr. Apparemment, Grom, ils l'ont un peu fait en sous-marin quand même. C'est bon endroit au bon moment, il y a quelqu'un qui a voulu lancer le truc, qui a dû avoir un petit peu de traction, il y a quelqu'un qui a laissé faire, et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a dit go, quoi. Donc, je veux dire, c'est une suite de coups de chance. Oui, c'est ça, c'est toujours un peu le cas de toute façon, surtout dans les boîtes qui engagent autant de personnes comme justement Ubisoft. D'être un peu visible, c'est un peu plus difficile que quand on est justement deux. Hein. Deux, on fait ce qu'on fait un peu, sauf si on se dispute entre justement Guillaume et William par rapport à la théorie des cordes. Ouais. Pour reprendre tout ça. Donc là, justement, je disais que vous êtes passé sous Unity, c'est ce qui a changé, donc après autant d'années de gestation, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont fortement changé, qui sont apparues, qui ont disparu depuis l'idée de base? Parce que quand c'était un prototype, je suppose qu'il y avait tout à faire, mais malgré tout, depuis ce prototype-là, qu'est-ce qui a disparu? Il y avait pas mal de buddies, en fait, la forêt est un peu moins vide que ce qu'elle est à l'heure actuelle. Genre, sur les trailers, on peut voir un castor et tout ça, mais on a vite abandonné parce qu'on s'est dit ça allait faire beaucoup d'animations, déjà qu'on va se taper les trucs en 4 fois, les décors en 4 fois, si en plus il faut animer plein de trucs. Parce qu'on n'avait pas trouvé Simon alors, à l'époque. Simon qui les anime. Mais Simon souffle maintenant parce qu'il se dit j'ai pas dû le faire quand même. Ouais. Bah, déjà là, les animes de quadrupèdes, c'est quand même assez sympa à faire, quoi. Donc si en plus il y en avait eu 250, c'est sûr que ça aurait été plus chaud. Mais non, mais c'est le bon format. Puis ça va aussi avec l'intimité du jeu, quoi. Le fait de pas avoir énormément d'NPC ou de personnages en plus, ça renforce la présence du renard et le lien entre le renard et le joueur. Enfin, c'était bien, c'était malin économiquement et puis pour la narration aussi, en fait. C'est vrai que ça sert complètement la narration et le sentiment d'être un peu tout seul à essayer de se débrouiller dans cette forêt carrément. Avec toutes les saisons, effectivement. Donc, comme quoi, parfois, les restrictions peuvent amener de bonnes choses. Ce qu'il n'y avait pas, voilà, c'est ça. Comme il dit, ça recentrait sur le personnage du renard, sur l'histoire, et sur la voix aussi qu'on entend dans le jeu, que Yann a pu caster, enregistrer, et écrire même, en partie avec Hervé, une personne qui a aidé à l'écriture. Donc, mais pour Yann, justement, c'est par rapport au travail qu'il a effectué sur Blocks That Matter et Tetrabot, c'est un travail complètement différent, j'ai l'impression, pour toi, Yann. Ouais, complètement. Du coup, c'était rigolo aussi de se prêter à l'exercice. Moi, j'avais déjà réfléchi à ça puisque j'avais vaguement participé au premier proto, peut-être pas le tout premier, mais celui que vous aviez présenté en. Ouais, le deuxième, un peu moins moche. C'est vrai, celui de Paris. C'était joli aussi. Ouais, voilà, c'est du festival du jeu vidéo. Voilà, festival du jeu vidéo. Et donc, tu avais déjà participé à ça et tu as déjà des bases. Oui, on avait déjà décidé de ce que serait la musique, que ce serait un quatuor, etc. Après, il y a des choses qui se sont un peu ajoutées, comme le fait que la forêt était vide, c'était pas le cas au début, et du coup, tout ce qui est son d'ambiance, etc., donne une impression qu'il n'y a pas grand-chose dans la forêt, ça s'est travaillé par la suite. Mais après, la voix qui parle aussi, je trouve que vous avez fait un taf. Ça s'est aussi ajouté assez tard finalement. Hein. Plus ou moins c'est Hervé qui écrit l'histoire. Peut-être, je dirais 2 ans avant la sortie, 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça. Ouais, plutôt 2 ans, je pense. Ouais, 2 ans. Et tu avais déjà fait ce genre d'exercice justement de entre guillemets diriger les voix et oui, diriger des voix, je l'ai fait, mais par contre là, c'était pas seulement diriger, c'était prendre des décisions sur quel allait être le ton de la voix et qu'est-ce que ça allait raconter, comment, et ça c'est vrai que c'est assez rare de faire ça, pour moi. Et c'est pas facile d'imaginer, ne serait-ce qu'en termes de rythme de jeu, même avec Hervé qui on demandait d'écrire des dialogues, souvent je me souviens qu'il nous disait mais il faudrait entendre jouer au jeu et entendre au moins un placeholder de voix pour savoir quel rythme ça prend, est-ce que ça vaut le coup que j'en écrive des caisses ou est-ce qu'il faut dire juste l'essentiel, enfin.
C'est sûr que c'est écrire un peu, enfin écrire et jouer un peu dans le vide. C'est pas comme quand on fait un dessin animé, un film où on a une bande rythmique Oui, voilà. qui défile. Là, c'est on va essayer que ça colle, quoi. Ouais, surtout je pense qu'on a fait un peu les choses à l'envers parfois où on avait déjà de toute façon c'est la première fois que quiconque dans l'équipe faisait un jeu avec beaucoup de contenu, beaucoup de narration et de dialogue. Et il y avait du texte, il y avait des textes, il y avait des choses qu'on voulait qu'il se passe, qu'elles soient dites, etc. Mais on n'avait pas forcément le level design pour le placer, ou en tout cas c'est arrivé tard, ou parfois il a été changé après. Du coup, parfois c'était un peu tiens, il y a un bout de texte, ouf, on arrive à le caser là. Il n'y avait pas forcément la situation prévue pour. Ouais, le côté rythmique, entre guillemets, combien de temps durent les phases de jeu en général pour un joueur moyen, et est-ce qu'on a le temps de caser un texte ci et là, moi j'ai trouvé que pour moi c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Surtout que ça doit aussi influer du côté du développement et même du level design, parce que il y a certains jeux qui forcent, et c'est pas toujours très agréable, qui forcent de ralentir le joueur pour pouvoir laisser passer la narration. Là, en tout cas, ça ne se ressent pas. Si en tout cas ça a été fait, ça ne se ressent pas. Le fait d'être arrêté, de devoir patienter que toute la discussion se fasse, ou on peut courir en général, mais là on ne peut plus. Ça a dû aussi jouer aussi dans le rythme, de se dire est-ce qu'on... Ça s'est fait un petit peu par moment, mais c'est vrai qu'on a quand même essayé de faire le truc dans l'autre sens et de se dire ah tiens, il y a ce moment-là de level design où visiblement ça prend du temps à faire, on en profite pour mettre un dialogue à ce moment-là. Ouais. C'est peut-être la meilleure façon justement de procéder, de se dire voilà, on va prendre tel qu'il est maintenant et coller le texte dessus plutôt que de contraindre le joueur, parce que ça dessert carrément l'histoire. Ça va un peu dans les deux sens aussi. Je sais pas si c'est la meilleure façon, en tout cas c'est pas forcément la plus rassurante, on va dire, en termes de production, parce que c'est sûr. Finalement tu jettes du level design d'un côté, tu jettes des voix de l'autre, et puis au bout d'un moment tu dis ouais, on espère bien que ça va se rabibocher, mais peut-être qu'on a enregistré les voix un petit peu tôt, peut-être que de toute façon le level design arrive toujours trop tard, mais... Oui, parce que de toute façon le level design tu y retravailles de toute façon jusqu'à la dernière minute, il y a toujours des trucs qu'on a envie de changer de toute façon. Puis là, j'ai l'impression que particulièrement le type de moteur et le type de graphisme qu'on a utilisé ne facilitait pas les choses pour William. S'il y avait un bout de niveau à rallonger, c'était l'enfer, quoi. Ouais. Niveau Unity, carrément, il y a des contraintes de ce genre-là pour rallonger. Non, mais niveau, tout le jeu complet, c'est une espèce d'immense peinture, quoi. Oui, bien finalement. Oui, j'avais vu justement un peu, pas cette Gamescom si, mais la dernière, l'avant-dernière justement, où c'était vraiment un grand décor en fait, donc c'est vrai que là j'imagine un peu mieux le fait de devoir rallonger ça, ça va être vraiment très en fait, ouais, en plus, topologiquement parlant, le jeu c'est un seul tenant en fait. Là on a mis des écrans de chargement à un moment donné par contrainte, au bout d'un moment on n'arrivait plus à streamer les textures à temps pour que le joueur ait pas des ralentissements. Mais si on enlève les écrans de chargement à l'heure actuelle, normalement le jeu on peut marcher, c'est on continue pas. Donc dès qu'on veut rajouter un mètre de level design, il faut pousser tout le reste. Ouais. Et c'est pas forcément évident. Ouais. Et puis il y a 4 saisons quoi, donc à chaque fois ça multiplie par 4 le boulot de création d'assets. Donc globalement c'est une seule et même scène pour tout en fait. Après techniquement sur Unity c'est réparti en plusieurs scènes, mais du coup on a des morceaux de scène. Vas-y, va. En soi c'est un open world entre guillemets, tout est à touche. Et c'était un autre challenge énorme pour William, qu'il a relevé avec brio. Mais en dehors du fait, effectivement, au niveau des outils, machin, c'est sûr qu'il y a des trucs, c'était galère de dire qu'on pousse tout de 500 mètres, c'est pas forcément simple. Mais sans parler de ça, je veux dire, tu prends un tableau, tu le pètes en deux et tu dis, tiens, faut peindre ce qu'il y a au milieu, rajoute plein de boulot, quoi. Effectivement. Donc ça c'est des choses qui ont changé, donc il y a le micro, donc le côté la musique justement avec le quatuor, ça change carrément du côté électronique qu'il y avait avant. Ici on est plus proche justement du côté onirique, un peu Ghibli et dans l'inspiration. Peut-être il y a d'autres inspirations que je n'ai pas trouvées, mais j'ai eu l'impression justement d'avoir
ce côté-là, le côté un peu Ghibli dans la sonorité. Je sais pas si je me trompe. Ah, pourquoi pas, ouais. Voilà. Je prends. Bah oui, Si, ouais, mais c'est pas comme si j'avais cité un réalisateur de porno, c'est oui, le Ghibli, je prends. Ça va. Oh, ouais. mais je pense que porno aussi prend, il n'y a pas de. Oui, mais oui. Non, mais les Je sais pas, inspirations. en jeu vidéo, moi je pensais surtout à. Il y avait un RPG qui doit avoir une vingtaine d'années maintenant, Arcanum. Oui, qui est revenu sur GOG il y a peu. Ah oui, ça m'étonne pas, ouais. Toute la bande-son était faite par un quatuor. Pour moi, ça marchait super bien. Enfin, genre, ça a l'air d'être assez subjectif. Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est ennuyeux, mais peut-être c'est parce que le jeu est assez monotone d'une façon générale. Mais moi, je trouvais que ça marchait vraiment bien le fait. Et en plus, c'est pas nous, on n'aurait pas pu payer un orchestre pour faire du vrai Ghibli. Et 4 instruments, ça reste assez abordable. À la fois à enregistrer puis à composer. Et, c'est assez malléable, il me semblait que c'était le bon intermédiaire. En tout cas, voilà, de mon avis, justement, tout à fait personnel, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué, qui accompagne vraiment très très bien le tout. Après, voilà, j'ai eu l'impression de dessin animé plus que de références jeux vidéo. Mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, Arcanum, effectivement, il y avait ce côté-là qui, justement, accompagnait vraiment très très bien le côté, voilà, encore une fois, onirique et un peu mélancolique du jeu pour Seasons et aussi Arcanum niveau référence. Et il y en avait d'autres ou c'était vraiment celle-là de base et puis après c'est... Ouais, je pense que... Enfin, j'ai pas de référence vraiment marquée en particulier. Et c'était la première fois pour toi le quatuor ou non, pas du tout? Composé pour quatuor, non, mais une bande son de jeu full quatuor, en tout cas, oui. Là aussi, ça doit être un défi de faire des parties qui vont bien avec le rythme du jeu, je suppose. C'est le même problème que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que au moment où je les ai écrites, ni le level design ni l'histoire étaient complètement finales. Enfin, c'était même plutôt le début et du coup j'ai essayé de faire plein de choses en discutant avec William et en espérant que ça colle et des fois c'est pas toujours facile ou les choses étaient pas comme je les imaginais, mais c'est un peu le jeu, quoi. Bien sûr. Ça, on a peut-être enregistré trop tôt aussi, je pense. On avait prévu de faire une session d'enregistrement au début du projet, une à la fin. On a fait une au début et celle qu'on aurait dû faire à la fin, on l'a fait à la fin théorique, c'est-à-dire début 2015, qui en fait c'était 1 an et demi avant la fin réelle du jeu. Et on aurait peut-être dû l'attendre un peu. Ouais. Et c'est là qu'on est allé chercher Focus, je pense, dans ces eaux-là, parce que Focus nous a aidé à financer la dernière partie du jeu. Parce qu'on aime bien les plannings, on est super précis dans les plannings. Donc, ouais. Et donc jusque-là, à part Focus, niveau financement, c'était le CNC et voilà, il y a eu le Centre National de la Cinématographie et puis les fonds des 2 précédents jeux, quoi. D'accord. Mais rien d'autre, et Focus a aidé à ce que ça sorte ou ça aurait pu sortir sans Focus? Ouais, je pense que ça aurait été dur. Sans Focus, je vais pas faire le lèche-bot, mais ouais. Ils ont apporté, je pense, presque la moitié du budget, quoi. Oui, donc, effectivement, oui, ça aurait peut-être été plus difficile. Et puis, ouais, le marketing, quoi, qu'ils ont fait derrière. Enfin, nous, on n'a pas fait grand-chose là-dessus, quoi. Ils ont bien... Mais justement, ça doit changer, hein, parce que pour les 2 premiers, vous avez fait tout vous-même. La com, le marketing, tout. Et là, devoir laisser ça à d'autres personnes, ça doit permettre de souffler un peu ou ça fait peur? Bon, des fois ça fait un peu peur, hein, sincèrement. Des fois on savait pas trop s'ils avaient compris le principe, enfin l'esprit du jeu qu'on voulait insuffler, parce que nous aussi on leur a pas vendu du rêve non plus tout le long du dev. Parce que il y avait pas tout qui était prêt en même temps, il y avait pas l'expérience finale, il y avait pas les voix, il y avait pas ceci, cela. Donc des fois on se disait mais ça même de savoir parler à un éditeur finalement, enfin plutôt un producteur, on va dire, une fois que tu as vendu le truc et qu'il faut maintenir la relation pendant tout le long, en fait tu t'aperçois que c'est un boulot, enfin je veux dire, ça prend du temps d'une part et en plus il faut savoir comment s'y prendre et on savait pas. Et maintenant
maintenant on se rend un peu plus compte, je pense. Bah oui, bon, de toute façon, ces genres de choses, on n'a pas été formé pour, forcément, on n'a pas forcément le temps de se former non plus. Exactement, dans le dernier Passe le Stick, il y avait je sais plus son nom, mais qui a fait Last Fight, et il dit quelque chose qui est très vrai, c'est que c'est à ce moment-là que tu sais que tu ne sais pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait peur, et avoir de l'aide, parfois, c'est assez providentiel quand même, hein, sans vouloir faire la lèche-botte, justement, comme tu disais. Déjà rien que pour la com, de ne pas devoir y penser et pouvoir se plonger à 100% dans le développement, ça doit complètement soulager, quoi. Sur Tetrobot, on avait résolu le problème, on faisait la com nous-mêmes, mais on ne s'en est pas préoccupé non plus, donc... On a laissé faire. Ouais. Bon, on a dit ça va marcher sur la putain de hype et tout, mais non. non, mais après, par exemple, l'éditeur, pour donner des exemples concrets, ils ont un Américain là-bas, et lui, ce qu'il voulait sur le trailer, c'est une voix mâle assez costaud, tu vois, genre trailer viril, quoi. Et on n'avait pas encore la voix enregistrée de la fille, donc qui parle dans le jeu, et on lui disait mais non, mais le jeu c'est une fille qui nous parle, enfin si on met une grosse voix dans le trailer, enfin c'est un peu bizarre. C'est une autre fille. Mais voilà, elle a mué. Mais c'est des trucs comme ça, quoi, et vu qu'ils ont pas, enfin on leur a pas donné toutes les clés tout le temps, quoi, enfin c'est une question d'habitude, en fait, c'est de ne pas savoir ce qu'il faut absolument donner. Oui. Bah, déjà, tu vois, je pense que c'est une des leçons, des trucs qu'on savait pas. C'est que quelque part, t'as un peu t'as deux têtes à un éditeur, c'est t'as la production, donc tu dois te parler avec la production, et puis t'as le marketing, c'est deux personnes complètement différentes, quoi. Deux entités complètement différentes. Ça n'a rien à voir, elles fonctionnent ensemble, enfin elles essaient de fonctionner ensemble en général. Pas toujours pour le meilleur. Mais donc voilà, c'est ça qui doit faire peur, je suppose, de ne pas avoir le contrôle sur absolument tout. Ça peut être frustrant, enfin, je pense que William il rangeait son frein parce qu'il aime bien avoir un peu le contrôle sur tout. Moi personnellement je trouvais que c'était un peu plus rassurant de se dire qu'il y a des mecs qui allaient faire les montages vidéo, tout ça. Enfin, c'est des trucs qui prennent vachement de temps, quoi. Oui, ça de toute façon, et puis ça a dû aussi vous aider, parce que je me souviens de la première fois où je les ai vus à la Gamescom, c'était sur des bancs un peu à l'arrache avec juste un PC. Ça aussi, le fait d'avoir un Focus ou un autre éditeur derrière, ça permet d'avoir une toute autre visibilité. Et je suppose que un mois après la sortie du jeu et la semaine Focus, vous devez voir quand même une différence, même déjà en termes de visibilité, de vente par rapport aux autres jeux, ou alors pas du tout, c'est pareil. Non, c'est clair que c'est les meilleurs lancements qu'on ait jamais fait, hein. Enfin, pour ceux qui veulent regarder Steam Spy, c'est assez précis, je sais pas si on a le droit de dire les chiffres, mais Steam Spy est assez précis sur les chiffres de vente, et quand on compare au démarrage des autres jeux, c'est sans commune mesure, hein, j'ai envie de dire. Donc après, en plus le marché, ce qu'il est à l'heure actuelle, il est super saturé, et on a quand même réussi à faire un meilleur lancement que nos jeux qui étaient vendus moins cher et marketés par nous-mêmes. Donc voilà, les gens, c'est leur métier. Là, il y avait moins la peur d'être noyé, justement, dans toutes les sorties qu'il peut y avoir sur Steam tous les jours. Et puis ils ont réussi à faire une précommande qui est pas évidente à faire sur Steam. Apparemment, c'est un peu chiant. Si on voulait le faire nous-mêmes, il faut gérer avec plein d'account managers de Steam. Enfin, c'est assez de la paperasse. Steam est chiant à ce point-là, niveau précommande. Apparemment, c'est pas évident. Enfin, nous, on n'a pas eu à s'en soucier. Mais... Et comme Focus, ils ont un expert Steam qui ne fait que ça. Il setup tous les trucs. Je savais pas justement que le côté précommande c'était un truc aussi compliqué. Après, par exemple, tu vois, Event Zero, ils ont pas fait, par rapport à Ricochet des Français, ils ont pas fait de précommande sur Steam, et ils les ont fait sur Humble Bundles, Humble Store. Parce que c'était plus facile pour eux, et qu'il y avait moins de paperasse et moins de mecs à aller voir, et de setup à faire, et de trucs comme ça. Et Steam a toujours été aussi compliqué et chiant, ou c'est juste de ce côté-là où ils sont très très chiants? Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de jeux qui sortent, et parfois vraiment n'importe quoi, que ça a l'air pas si chiant que ça. Ouais, après c'est peut-être la précommande qui reste un truc assez manuel finalement dans leur système. Donc il faut aller parler aux gens, il faut déjà connaître les gens, je pense, à Steam. Effectivement.
Si c'est toujours comme avant, on sait jamais vraiment à qui on a affaire. Ouais. Alors moi j'ai ouï dire, parce que vu qu'on n'a rien géré sur ça, et qu'ils ont fait ça comme des grands focus. Mais tu vois, il y a des petits studios comme Ilian Zero auxquels on peut se comparer. Ils n'ont pas fait de précommande Steam d'eux-mêmes parce que c'était trop chiant pour eux. Alors, après les détails, je sais pas. Donc ça, c'est pour le côté un peu chiffre, un peu chiant, mais vous êtes globalement content, enfin satisfait du lancement, mais je suppose que en tant que développeur, artiste, etc., le côté où on n'est pas content, le post-mortem, c'est qu'il y a une tonne de choses qui... j'aurais dû faire ça comme ça. Ouais. Il y a sans doute un point dans chaque pôle, du côté développement, du côté graphique, du côté musique. On en parlait déjà un petit peu, le fait d'avoir enregistré peut-être trop tôt, ou d'avoir fini certaines choses peut-être trop en avance. Il y a peut-être d'autres points justement qui vous auriez préféré faire autrement et que maintenant vous savez que vous auriez fait autrement. Parce que parfois c'est vouloir faire autrement et ne pas savoir comment, c'est autre chose. Et je suis convaincu qu'après un mois de bug tracking, il y a des choses qui c'est mais je suis con, j'aurais dû le faire comme ça. Je sais pas, du côté Benoît ou Guillaume, ou même au niveau graphisme ou musique. Bah, moi je vais commencer parce que Guillaume il va mettre la déprime. Je mets l'ambiance. Je vais garder pour la fin. Ouais. Déjà parce que c'est surtout lui qui a fait le bug fix. D'accord. Et parce que il en a à la casquette d'Unity quelque chose de bien. Mais c'est sûr, il y a des gros fails. Moi je suis responsable d'un des fails les plus énormes de la production. C'est que le jeu il devait être streamé à la base et on n'a jamais réussi à le faire. Mais bref, mais en même temps, quand tu reviens à... moi je me souviens les toutes premières réunions design il y a 2 ans et demi, l'intention et le fait que globalement on savait pas ce qu'on faisait sur des tas de fronts, et ben il y a... Les Legos se sont emboîtés, c'est quand même bluffant justement. Le fait que tu disais que t'as enregistré il y a 1 an et demi les musiques, Yann, c'est ça ? Ouais. Mais moi, il me semblait que même la première Gamescom, on avait déjà des trucs. T'es pas allé en première session en 2014, ouais. Ouais. C'était très cool. Il y avait des trucs. C'était une espèce de long shot, un pari on voit ça et quelque part la vision d'à peu près tout le monde est relativement alignée. Je veux dire, c'est sûr que on évolue, on n'est pas pile poil et tout, mais il y a plein de trucs où on regarde à peu près tous dans la même direction, on a shooté de super loin, et moi j'adore le résultat final, quoi. Et donc oui, il y a plein de trucs, c'est clair, la liste des trucs qu'on aurait fait autrement. Oui, donc comme le bras, mais moi je trouve ça quand même vraiment super cool. Ouais, il a fallu aller les chercher, quoi. Hein ? Il a fallu aller les chercher, quoi, les résultats, parce que moi, le truc que je regrette le plus, c'est ce qu'on a laissé à Simon, là, le système de cutscene, là, le truc. On en parle maintenant. C'est un jeu narratif, tu vois, et avec des cutscenes, donc le système de cutscene il est même arrivé très tard dans le jeu. On a pris un plugin un premier plugin qui marchait moyen, un deuxième qui marchait finalement encore moins bien, qui était un peu plus complet que le précédent, mais c'était le moins pire, quoi. C'était pas le meilleur, mais c'était vraiment... du coup, débugger ça, on le débuguait de temps en temps, mais on laissait surtout Simon galérer avec ces trucs. C'était un peu le bruit de faire son y aller. Sur le marketplace que vous détestez maintenant. Ouais, c'est les... Ouais, c'est pour ça on donne le nom ça, tu vois, c'est des points techniques. On balance le plugin. On peut balancer le plugin. Non, mais ouais. Non, mais c'est sûr que c'est... Il y a des trucs comme ça. Bon, effectivement, alors avec Director, on va le nommer, le truc. On a eu des galères, mais moi, en fait, comme disait Ben, moi, je suis assez bluffé, en fait, du résultat. Pour le coup, ensuite, j'ai pris le jeu quand il est sorti et tout. Ça faisait peut-être un mois que je l'avais pas vu. Et c'est fou, quoi. Tout ça, tout se mélange super bien. La sauce a pris, quoi, je trouve. Avec, au final, effectivement, des ingrédients dont on était au début pas très sûr. Moi, je trouvais ça... Je trouve ça assez bluffant, quoi. Et si j'avais un autre truc, et un autre truc aussi qu'on aurait pu, sur lequel on pourrait bosser sur la suite, ce serait des plannings et puis un petit peu de gestion, d'organisation, ce serait pas mal. Mais c'est toujours un problème, ça. Ouais. C'est gérer... Ça, effectivement... les points dont vous n'avez pas vu jusqu'ici, c'était essentiellement des trucs vraiment techniques, des trucs qui merdent, quoi. Et bon, ouais. C'est vrai que le pôle cutscene, c'est peut-être celui qui a le plus souffert. Effectivement, le jeu aurait pu être un peu différent quand même avec des meilleurs outils. Mais après, je pense que
le foutoir général, c'est quand même un peu dans l'ADN de l'équipe. Et, Tout simplement un project manager qui gère un peu toute l'équipe. Quoi. Pas vraiment comment on pourrait faire évoluer ça. Mais on a tous envie, tu vois. Ouais, c'est important. C'est bien, on a l'intention. Après, bon, on va voir quoi. C'est vrai que ça a toujours été le chaos à les fins de jeu. Sur 3 jeux, quelle que soit la taille du jeu et la taille de l'équipe, on a toujours géré de la même manière. C'est-à-dire ne pas gérer. Et c'est vrai qu'à la fin, il y a un step dans le jeu qui se fait. La mayonnaise prend à la fin, en fait, et tout du long du développement, c'est un peu déprimant quelque part, mais on voit pas le jeu, en fait. Et puis après, en interview, tu fais comme si tout était normal. Oui, c'était prévu comme ça. Ouais, franchement. Pour moi, c'est la plus grosse leçon, finalement, tu vois, qui est pas technique, justement. C'est que il faut pas oublier de reséduire. C'est comme une relation, tu vois. Faut pas oublier de reséduire. Déjà, quand t'es un éditeur, de le séduire lui à chaque milestone. Et du coup, en fait, toi, ça te motive aussi de te dire, ok, on a tous les ingrédients, mais la mayonnaise, faut la remonter un petit coup à chaque fois parce que sinon. Mais c'est le plus dur dans un projet de longue haleine comme ça. Enfin, même quelques mois, mais déjà 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, c'est de garder la motivation d'aller jusqu'au bout. Hein. Surtout quand il y a personne qui est là pour un peu vérifier le planning, où ça part un peu dans tous les sens. C'est toujours un moment où il y a un coup de mou. Je pense que ça, c'est pour tous les projets, que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs. Mais oui, je pense c'est sûr. Ouais. Donc le plus gros, dans un post-mortem, le truc que vous changerez complètement, si possible, c'est la gestion. Enfin, pour un mieux, mais finalement, vous ne le ferez pas parce que c'est comme ça et puis c'est tout, je suppose. Ouais. On a toujours fonctionné comme ça, puis bon... Avec une gestion différente, en fait, on aurait eu un jeu différent. Et je sais même pas si c'est... Enfin, on sait pas si c'est mieux ou pas, quoi. Mais enfin, si c'est mieux pour l'état de santé de certains membres de l'équipe à la fin du projet, quoi. C'est sûr. Mais ouais, non, c'est... Ça fait partie de la ça s'améliore, quoi. Ouais. Mais il y a peut-être justement Yann qui lui aurait préféré qu'il y ait un planning comme s'il aurait pu faire comme il veut. Parce que on l'entend pas par rapport à ça. Oui. Oui, j'aurais pu attendre aussi pour enregistrer, mais tu t'y fais quand même. Pour moi, au final, c'était plus le fait que le jeu soit pas soit difficilement testable avant assez longtemps. Enfin, je sais pas si si vous trois vous testiez souvent le jeu ou si vous bossiez sur des scènes à vous pour tester des trucs en particulier, mais moi j'étais souvent sur le jeu final et ça a mis assez longtemps avant de pouvoir vraiment jouer au jeu comme un joueur en me disant j'essaye de trouver ce qui est bien dans le jeu et de voir d'avoir tous les ingrédients pour arriver à avoir le truc final. C'est quoi qui est cool qu'il faut développer plutôt que de bosser théoriquement en se disant il y aura ça dans tel niveau. C'est encore une fois c'est le même problème, c'est le problème de planning et de gestion du projet, de l'itération quand c'est possible, mais encore une fois sur un jeu qui est ouvert comme ça, qui est je pense que world, c'est un peu difficile de... quand même, on s'est pas rendu les choses faciles avec l'architecture, on va dire, qu'on a choisi pour le monde du jeu, quoi. Finalement, mais moi c'est pour ça que je pense que oui, il nous faut plus d'organisation, mais quelque chose d'un peu concret vers lequel on peut tendre, c'est se dire, essayer de revalider un peu le prototype. Tous les 6 mois, tu refais un truc aussi cool ou mieux que ce que tu avais fait au premier, quoi. Parce que, justement, ça te permet de converger, faire converger... Donc, en fait, on s'est énormément concentré sur construire le monde, construire vraiment tout le macro, on va dire. Et il y avait, tu aurais vu certaines présentations qu'on a fait à Focus, genre les game designers, les producteurs orientés game design chez eux, on va dire, suivaient le truc, ils étaient là, ah oui, ok, c'est intéressant, machin, mais tous les autres, les mecs, ils regardaient les mouches voler, ils comprenaient rien à notre truc, c'était absolument pas parlant ce qu'on leur montrait, en fait. Donc on construisait, mais il y avait rien qui convergeait, en fait. Donc vous avez la chance qu'il y ait des gens qui s'y connaissaient et qui vous ont permis de rester chez Focus, sinon là c'était grillé quand même. De faire des démonstrations des personnes qui n'y connaissent pas techniquement. C'est sûr qu'à un moment donné... Après, je sais pas déjà ces personnes-là quel poids ils avaient là-bas, mais globalement c'est vrai que
enfin là tout récemment moi d'avoir une fois que maintenant c'est fini, tu vois, tout ça est derrière nous et que je parle un peu à d'autres gens qui sont en production, dont des gens qui sont en AAA. C'est vrai que j'hallucine un peu, je me rends compte à quel point ils nous ont vraiment laissé libre créativement. C'est vraiment c'est à leur crédit, c'est ouf quoi. Ils nous ont laissé faire des trucs hyper risqués, pas du tout gamer, pas du tout prouvés. Oui, c'est ça, ils ont cru au projet et ils ont laissé faire. Une des critiques numéro 1 de tous les joueurs, même des critiques journalistes, c'est mais pourquoi il n'y a pas de map dans votre jeu quoi. Et nous, on n'en voulait pas, on n'en veut toujours pas quoi. Mais c'est évident que n'importe quel édito d'Ubisoft, je sais pas quoi, aurait dit les gars, c'est bien mignon là, puis vous allez nous mettre une map quoi. Oui, c'est tout à fait normal d'avoir un renard qui tient une carte. non, mais toi, c'est justement la question ne se pose pas en fait. Oui, mais c'est clair. Et ils nous ont laissé faire quoi. Ça fait partie des trucs. Comme je sais plus qui disait que voilà, on fait de la VR, mais on met une barre de vie, alors que dans la vie, il n'y a pas de barre de vie. Quoi. C'est quelque chose qui est comme ça dans les jeux, la carte, la barre de vie, n'importe quoi, et puis ça doit être dedans, même si c'est pas du tout logique. Ouais, la question de la logique, moi à la limite, je m'en fous, mais si je te dis, c'est une question d'intention en fait. Pourquoi on n'a pas mis une carte? C'est parce qu'on n'en voulait pas, c'est parce que machin, il y a des raisons. Et il y a des tas de bonnes raisons pour en mettre une. Ne pas perdre le joueur, machin, suivre des conventions, etc. Et ça, c'est des raisons que le créateur il veut pas entendre et que l'éditeur il peut très bien imposer s'il a décidé quoi. Oui, je me doute que là, c'est les trucs de test ont dit que s'il fallait une carte, il faut mettre une carte. Et ça, vous avez pas eu trop non plus au niveau. Je suppose qu'il y avait un peu de test QA externe ou c'était juste interne le test QA? C'était Focus qui faisait pas mal de QA chez eux. Après, pour ce qui est des playtests, pour des tests avec les joueurs, du coup, on a fait un petit peu, ils en ont fait bien autant que nous. Donc, ouais, ils ont vachement supporté les choix qu'on a fait quand même. Relativement. À un moment donné aussi, ils voulaient enlever les voix. Il y a des voix dans le jeu, du coup, parler. Ils voulaient juste mettre les textes et limite peut-être du boulga dessus. Et on dit non, mais la voix c'est quand même important pour ceux qui veulent pas lire. Et puis ça aurait enlevé complètement à l'ambiance du jeu. Ouais. Surtout avec les voix que vous avez été trouver, choisir ou qu'on vous a donné, mais ça aurait été vraiment dommage. Après, le problème, c'est que surtout on les a fait en 3 langues, quoi. Oui, voilà. Et ça, c'était clairement un caprice. Hein. Oui, parce que ça doit coûter évidemment beaucoup plus cher que du texte traduit et quelqu'un qui marmonne. Ouais, quand tu prends le budget total, au final, ça coûte quand même pas très cher. Mais oui, ça coûte le triple, c'est sûr. Si tu veux économiser des sous, c'est vite fait. Il faut pouvoir prouver que mais moi, tu peux pas savoir comme je suis content de pouvoir que mes gamins ils puissent écouter le jeu en français. C'est ouf, quoi. J'ai même vu une review où le mec, je sais pas si c'était un américain ou quoi, mais en tout cas, il a dit moi j'ai joué il est pas français, mais il a joué en français. Parce qu'il a dit je voulais le jeu en VO, quoi. Et il a dit on sent que la direction elle est trop bien et tout. Bah oui, moi j'ai absolument pas participé à tout ce qui est tout ça, mais je me suis dit chapeau les mecs, quoi. Alors par contre, j'ai bien compris que Unity était devenu ton meilleur ennemi. Ouais, c'est le syndrome de Stockholm en fait. Je l'aime bien. Tu l'aimes bien, mais tu le détestes un peu quand même. Non, mais enfin, franchement, il y a des moments où ça a failli tuer le jeu. Je veux pas. À un moment donné, on avait un autre plugin, le deuxième plugin qu'on a choisi. C'est pas Unity, c'est des plugins qu'on fait utiliser. Ouais, voilà, mais c'est leur modèle aussi, parce que depuis 10 ans, ils pourraient les avoir, ces outils. Ils les ont eu après coup. Bientôt, Guillaume. Bientôt du natif. Mais par exemple, l'édition de scènes, pour ceux qui connaissent Unity, nous, on édite plein de scènes en simultané, en fait. Donc chaque corps de métier édite sa scène, donc c'est des layers de scènes, finalement. Et puis le monde est découpé en petites cases qui sont autant de scènes, donc ça fait plein de scènes, c'est une grille 3D de scènes, quoi. Et on avait un plugin au départ parce que Unity gérait pas ça et ça corrompait les scènes, quoi. Donc même William ne voulait même plus éditer les scènes dans ce système, tu vois. Donc c'était pour te dire, c'était la lutte pour qu'il fasse du LD, du level design dans ce truc-là, quoi. Il les faisait dans ces petites maps séparées et puis il les rapportait à la fin parce que dès qu'on testait le jeu, ça enregistrait du bruit dans les scènes. Donc ça déplaçait des objets ou ça faisait des trucs bizarres. La superbe confiance dans les outils. Et voilà, à un moment donné, il éditait dans son coin, quoi. C'était juste. Et je suppose qu'en plus de ça,
donc en 3 ans, presque 3 ans de temps, toutes les versions, les mises à jour de Unity ont pu amener leur lot de surprises, bonnes comme mauvaises. Ouais, mais c'est sûr, dès qu'ils ont mis leur layer de scène, par exemple, ça a tout de suite mieux marché. On peut leur mettre ça à leur crédit quand même. Ouais. Ils ont mis le temps de le faire, ce truc, mais quand ils l'ont fait, au moins, ça marchait. Quoi. Il y a d'autres choses qui ont moins bien fonctionné après les mises à jour, ou ça allait quand même? Ouais, j'ai trouvé que ça allait relativement bien quand même. Enfin, je pense qu'on aurait eu un autre moteur, on a peut-être eu plus de problèmes à des moments donnés. C'est surtout Benoît qui faisait les mises à jour de moteur, donc peut-être qu'il a le plus le souvenir. Oui, il est AFK pour l'instant. Il a rage quit. Il a rage quit, c'est Unity, je l'emmerde. Non. Mais non, en règle générale, en plus, pendant le développement, on faisait de la console aussi. On testait sur console. Ouais. On avait des kits et du coup, les premières versions console, elles étaient un peu... elles crashaient un petit peu, mais c'était pas notre plateforme de target, donc ça allait. On pouvait passer quelques semaines sans qu'on ait à builder une version console. Mais non, pour ça, franchement, Unity, ils font quand même des trucs bien. Enfin, je vais pas cracher sur le moteur. non. Mais tu vois, par exemple, Simon, il avait un outil de cutscene super... qui crachait aléatoirement, parce que... Et puis même l'outil en lui-même n'était pas super cool, quoi. Donc c'est vrai que si tu souffres quand tu fais un jeu, c'est pas... Si tu peux être content quand tu fais le jeu, c'est bien, quoi. Enfin, oui, nous, je te dis, on en a bavé pour le faire quand même. Enfin, après, tu vois, Yann, je sais pas, son expérience, on lui a fait des outils un peu sur mesure aussi, c'est pareil, nos outils sont pas parfaits non plus. Donc du coup, on sait plus trop comment ça marche, on a introduit des bugs, et puis lui, il se débrouille avec ce qu'il a. Mais c'est vrai que Unity niveau son, il n'y a pas grand chose de vraiment très très poussé. Pour le peu que je fouille dedans, j'ai l'impression que voilà, niveau son, c'est pas la joie non plus dans Unity. Hein. Ah bah quand même, quand on a commencé, il y avait quelques trucs en plus qui n'étaient pas là avant. Alors je saurais pas dire. Il y a le mixeur qui a fait son apparition. Voilà, le mixeur. Ça simplifie quand même un peu des choses, mais c'est vrai que toute la façon dont le son se déclenche vraiment dans le jeu est spatialisé, etc. On l'a fait un peu. Enfin, c'est toi, Guillaume, qui a fait une chose. On aura fait nos trucs. On s'est posé avec Yann, on a dit qu'est-ce qu'on veut, parce que de toute façon, dans Unity, il gère le son en 3D, mais nous, on voulait pas vraiment cette gestion-là. On voulait plus des soundscapes, on gère la forme, on gère la manière dont ça fait le panning, le volume, enfin, d'avoir le contrôle un peu plus précis sur ce que ça fait. Quoi. Puis tout l'aspect d'avoir les trucs en 4 saisons aussi. Oui. Parce qu'il y a 4 ambiances à chaque fois, donc il faut poser les trucs. Enfin bon, on a fait des systèmes, hein. De toute façon, tous les jeux redéveloppent pas mal de choses, mais c'est sûr qu'on a passé pas mal de temps à développer des choses, ne serait-ce que pour l'animation. Benoît a fait beaucoup d'outils pour Simon, et des outils qui... mais c'est aussi... Enfin, donc c'était aussi ça la force du truc, c'est que... Donc on avait Ben et Guillaume, donc moi je faisais les animes et des concepts, mais donc tout ce qui est animation, je sais pas si Ben est revenu, mais pour tout ce qui est animation, Ben a développé un outil de rig en fait, de rig 2D, au final assez proche de l'UbiArt Framework et de Spine, mais maison, ce qui fait que toutes les animations en fait on les a fait dans le moteur. Alors c'était cool parce que c'était hyper malléable et on a pu faire ce qu'on voulait avec les animes. Ensuite c'est sûr que le revers de la médaille, c'est que comme c'était un outil maison, il y avait parfois des petits trucs qui merdaient, comme je sais pas, je vais pas donner d'exemple concret parce qu'il y en aurait trop, mais l'avantage c'est que j'avais Ben derrière, je pouvais aller lui taper sur l'épaule pour dire tiens ça marche pas, et puis il me le fixait en 5, 10 minutes, un jour, 2 semaines. Mais c'est quand même assez agréable de bosser avec les gars qui ont fait les tools. Et surtout ne pas devoir utiliser un outil externe et puis essayer de faire en sorte de ça dedans, quoi. Ouais, non, c'est bon, les plugins externes là, genre. Ouais, une fois Director, putain. Même sans plugin externe, hein, juste faire l'animation dans un logiciel carrément à part et essayer de faire en sorte que Unity l'accepte, c'est pas toujours simple non plus. Ouais. Ensuite, là, non, c'est sûr, c'est vrai. C'est quand même. D'autant c'est plus quand même que un luxe, quoi. L'animation façon du framework de Ubisoft, c'est quelque chose qui est un peu qui se rapproche plus d'une animation comme on avait sous Flash et Animate maintenant que l'animation en 3D, parce que c'est vraiment le côté on met une ossature, on essaie de faire un peu l'animation dessus, si je me trompe. Ouais,
Alors, ouais, la caractéristique principale en plus par rapport à Flash ou Animate, c'est qu'on a, comme c'est un système de rig et de bone en fait, comme en 3D, on a une déformation. Si tu prends les animes du renard en fait, on arrive à déformer les pattes, à déformer le corps de manière assez organique. Sur Flash, tu peux pas faire ça. Sur Flash, c'est vraiment des patchs. Si tu veux changer la forme du patch, il faut que tu en mettes un deuxième. Sur les dernières versions de Flash, si. Allez, pourquoi on n'a pas fait du Flash? Non, mais ne faites pas. Mais non, bien sûr. Il y avait ce système-là. Moi, j'utilise aussi Spine, qui a exactement le même système avec de la déformation et tout. Mais encore une fois, Spine, on fait de jolis animes. Puis après, quand il faut les intégrer, c'est beaucoup moins souple, quoi. On peut plus faire du blend exactement comme on veut. Ouais. C'était quand même pas mal. C'était une bonne expérience, en tout cas pour moi. Donc voilà, malgré tout, Unity reste quand même un ami précieux, avec des outils qui seront réutilisables par la suite. Bah potentiellement ouais, il faudra juste enlever la couche des 4 saisons à chaque fois, tous les assets oh putain ouais. sont skinables en 4, enfin bon, c'est des options. Sinon faites un autre jeu avec 4 saisons. Non, jamais. C'est ce qu'on dit à Géro. Plus jamais. Géro a bien ramassé, ouais. Le graphiste, Géro, il aime bien faire les trucs en 4. On lui dit, ouais, tu veux pas faire un autre truc avec. Ouais, il y aurait 8 machins, ou 4 trucs. On a trouvé mieux que 4, on a trouvé 8. Ouais. Non, je pense qu'il faut chercher un autre graphiste à ce moment-là, je pense carrément. Ouais. Et après, ouais, là, le fait de voir les problèmes et les soucis d'Unity, c'est surtout parce que on passait 80... Enfin, pour les programmeurs, on passe presque tout notre temps entre le code et Unity. Pour Simon, il passait son temps entre Photoshop et Unity. Enfin, on n'avait pas beaucoup de logiciels, en fait. Yann, il passe son temps entre ses outils de son et Unity. Enfin, il n'y a pas... Des fois, dans les équipes, t'as plusieurs outils. Là, tu passes ton temps dans Unity, parce qu'on fait les animations dans Unity, on fait les cutscenes dans Unity. Les FX. Ouais. Et justement, on va globalement terminer sur le dernier point sur lequel vous êtes actuellement, c'est-à-dire le portage console. Donc c'est PS4 et Xbox One, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres, je pense pas avoir. Non, pour l'instant, Focus a annoncé que c'est 2 et il y aura que c'est 2, je pense. Hein. En même temps, oui, voilà, pour l'instant, à part ces deux-là, la Wii U pourrait s'y prêter, mais je pense pas que ce soit un bon calcul. Et en plus, du coup, c'est même pas forcément nous qui allons le faire à 100%, parce que ça sera des boîtes qui vont intervenir, enfin une boîte qui va intervenir, qui est spécialiste de portage, quoi, parce que nous, on a, comme je disais dans l'interview au début, là, pendant le développement, on avait des versions consoles qui tournaient. Là. Il y avait juste l'optimisation à faire, et tout ce qui est TRC, la Technical Requirement Checklist, enfin les trucs qu'il faut avoir pour que ça passe le OK de chez ça passe le contrôle technique. Et du coup, c'est des trucs qu'on n'avait pas d'expertise dessus. On a passé pas mal de temps, Benoît a passé pas mal de temps à les faire, déjà un peu pour la Xbox et un peu pour la PlayStation, mais on n'a pas pu les finir. Et on préfère faire le travail par une boîte qui a déjà fait, qui a une expertise là-dessus. Et vous libérez du temps pour les bugs PC. Les bugs et puis la suite pour ceux qui regarderont la suite. On va pas tous prototyper la suite de ce qui va se faire à Swing Swing. Donc il y en a qui vont faire. Moi, je fais le portage Mac Linux là, pour l'instant. Après, j'accompagnerai les personnes qui feront le portage console. Ça permet de permettre tout le monde sur le même truc, quoi. Donc il y a encore quelques mois de travail clairement sur Seasons avant de passer à autre chose, je suppose. Ouais. Donc après, les autres personnes qui sont pas retenues par la console et par les portages Mac Linux peuvent faire autre chose. Mais c'est l'avantage aussi. Toujours avec Focus ou c'est pas encore... Pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a rien de prévu. De choses décidées. Là, je ne crois pas. Non, je pense pas. Bon, je pense qu'on a fait un bon gros tour. Ce qu'on peut retenir, c'est que ça a été une expérience riche en leçons pour tout le monde, en fait. Et puis surtout, une sortie de jeu qui s'est passée, je pense, comme vous le voulez, à part les quelques bugs. C'est sûr qu'on peut toujours vouloir mieux, mais on peut pas se plaindre de ce qui est arrivé. Hein. Non, c'était cool.
Tout le monde À des moments dans le développement, on se disait mais comment on va sortir, enfin quoi. Dans quel état va sortir le truc. Donc ouais. Et dernière question justement par rapport aux critiques. Les critiques sont globalement bonnes, j'en ai pas vu de vraiment mauvaises. Enfin voilà, je pense pas en avoir vu passer, peut-être chez Gamecult j'aurais dû aller voir, mais globalement c'est satisfaisant, ou il y a des choses que vous trouvez peut-être injustes, ou je sais pas, hein, comment vous le ressentez justement les critiques maintenant là-dessus. C'est pas la première fois Moi, pour vous, mais... je lis pas trop les critiques en fait. Donc, D'accord. je sais pas si les autres les ont lus. Sinon, Ouais, moi j'en ai lu quelques-unes du coup, mais moi je trouve ça assez juste en fait, tout ce qui a été dit sur le jeu. Ensuite il y a pas mal de ressentis, évidemment les critiques ont des critères de jugement un peu différents, mais je trouve pas ça faux quoi, que ce soit, je sais pas. Ensuite c'est un jeu hyper narratif et hyper calme, donc c'est pas les mecs qui aiment les FPS hardcore, évidemment ça va pas leur parler, mais non, moi je trouvais ça, même les de tous les sites, même Gamecult, même les sites qui ont Gamecult, ça fait partie une des seules que j'ai lues en fait. Et le texte est juste, hein, après c'est la notation qui peut paraître un peu dure, ouais, ça reste un 6, ça reste pas mal sur Gamecult. Ouais. De toute façon, moi, les chiffres, pour moi, ne sont que des chiffres. Je me bats assez du côté de Pixel pour éviter ça, mais c'est vrai que personne ne lit vraiment le texte et va directement sur la note et la conclusion, et c'est vrai que ça peut biaiser le ressenti qu'on peut avoir. Et donc, tu disais, c'était sur quelle critique Moi, je parlais de celle de Gamecult, je parle juste du texte de Gamecult. Moi, c'est une des seules que j'ai lues parce que ça m'intéresse de voir les trucs négatifs plutôt. J'aime bien les trucs négatifs. Oui. Moi, je me dis, tiens, ils mettent 6, il doit y avoir des trucs à dire. Et puis finalement, le texte est assez bon. Enfin, il relève les problèmes de rythme en dernier quart de jeu. Et effectivement, on fait marcher le joueur pas mal si ça dépend, parce que la deuxième partie de jeu est un peu plus ouverte, quoi. Donc si on n'a pas fait dans l'ordre, on peut faire des allers-retours, quoi. Si on s'est pas bien organisé, si on s'est un peu perdu. Mais et puis d'autres problèmes, un peu de contrôle, tout ça, il aide des trucs intéressants, quoi. Après, je trouvais que le 6, c'est leur notation, quoi. Oui, voilà. C'est un 6 chez eux, ça vaut un 8 ailleurs, ou un le score le métascore était pas mal non plus quand tu vois les critiques de tout le monde. J'ai vu tous les gros sites étrangers et tout. Il était à 80, je crois, c'est pas ça. Ouais. J'ai pas été vérifié depuis, mais. Non, mais ensuite, ouais, c'est. Mais rien d'injuste, quoi. Donc. Non. Non, ouais, je dis c'est juste. Je pense que moi, encore une fois, je les ai pas trop lus. Je lis surtout les forums Steam. J'essaie de fixer des bugs pour les joueurs parce que j'aime pas trop quand il y a un mec qui a un jeu un peu avec le pauvre et qui est obligé d'attendre qu'on le fixe. Voilà. Après, oui. Moi, me revoilà. Pour moi, l'intention numéro 1 du jeu, pour tout le monde dans l'équipe, c'était l'ambiance, quoi. C'était faire une expérience, quoi. Donc, les joueurs qui se répondent pas à ça, oui, ou les critiques justement qui vont décortiquer, etc., oui, ça va pas leur plaire et puis ils vont trouver des problèmes, ça c'est évident. Et par contre, moi, une critique où le mec il dit je suis complètement rentré dans le vibe et j'ai grave kiffé l'ambiance, etc., c'est la meilleure récompense. Et du coup, dans ces cas-là, t'es prêt à pardonner des tas de choses, tu t'en fous en fait. T'as passé un bon moment, t'as été un peu pris par le truc. Tous les trucs, tout le reste, gameplay, machin, des petits bugs, des fois où t'es perdu, des trucs un peu frustrants. C'est vachement secondaire. Mais justement, voilà, le côté carte. Tu l'analyses pas en fait. Si tu te fais plaisir, tu l'analyses pas tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression que ce mot-là, perdu, revient quand même pas mal. Mais j'ai eu l'impression que ça faisait partie de l'idée du jeu, même de se perdre dans cette forêt, parce que voilà, on sait pas vraiment où on est, on sait pas vraiment pour qui on agit, etc. Ça fait partie du truc, mais après, encore une fois, ça dépend des sensibilités de chacun. On peut le prendre comme ça, on peut le prendre juste par c'est des cons, ils ont pas mis de carte et je suis paumé. Oui, non, mais c'est juste
c'était pas leur truc, quoi. Ouais. Et voilà, c'est pas du tout un jugement, dire que c'est des mauvais gamers de la même façon qu'ils disent qu'on est des mauvais programmeurs ou quoi, mais c'est juste, bah non, ça, effectivement, le jeu n'est pas pour toi. Si ça te fait chier d'être perdu, si tu focalises dessus, ben ouais, c'est clair que tu vas t'emmerder. Mais bon, voilà. Ok, je sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose, un mot à dire pour terminer. Je pense qu'on a fait un grand tour, j'ai même été un peu plus dans la longueur que prévu. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Non, je pense qu'on a... Ouais, ça fait une tambouille qui au final tient pas mal, et ce qui était pas gagné à la base, mais on a rencontré les bonnes personnes, je pense, pour faire le jeu, parce que pour revenir au début où on était que deux, je pense qu'on était mal barré pour faire ça, et puis on a rencontré les gens qu'il fallait. Donc merci à eux. Et puis à ceux qui jouent. Ça va terminer, alors je m'étais promis de pas pleurer ce soir. Mais non. Non, mais ouais, c'est... Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté justement l'invitation, d'avoir répondu à toutes ces questions, et puis pour votre temps qui est quand même précieux. Vous voulez... Merci à toi. Voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus avec juste acheter Seasons, essayez-le. Oui, allez-y. N'allez pas sur le marché gris, s'il vous plaît. Hein, ni le marché noir, ni... à la limite, faites le torrent et puis achetez-le. Hein. Non. Ouais, ou achetez-le plusieurs fois. C'est la version démo. C'est la version démo. Ouais. Ou achetez-le et puis rage quit et demandez un c'est ça, sous 48 heures. Ça sera le conseil. Les bonnes idées, quoi. Si vous vous dépêchez, vous peut-être le finir en moins de 2 heures. Non, je pense que c'est En moins de 2 heures, je vois pas comment il pourrait terminer, parce que je suis peut-être pas très rapide, mais à 2 heures, j'étais loin de la fin. Ouais. Surtout avec les énigmes qui commencent tout doucement à débarquer. Non, il y a une légende comme quoi quelqu'un a fini en moins de 2 heures. On nous a dit ça l'autre jour. Mais... Allez. J'y crois pas non plus, mais... Ça, vous pouvez le vérifier sur, je suppose, sur les durées de jeu sur Steam, etc. Vous avez sans doute les outils d'audit pour pouvoir le vérifier. Ouais. On les aurait sans doute si on était des gens organisés. C'est ça la vraie conclusion. Non, voilà. Si vous étiez déjà organisé, on aurait fait... Après, on est comme les Game Bakers, ils avaient mis plein d'outils dans leur précédent jeu, puis ils se sont jamais servis, donc ils ont décidé de plus en mettre. Donc on a décidé directement de plus en mettre. Pour l'expérience des autres. Voilà. Le jeu est passé de 3 gigas à 2. Juste parce qu'ils ont enlevé des outils qui servaient à rien. Donc voilà. Ouais, on a enlevé des textures. Ouais, putain. Bon, voilà, merci encore. Merci à toi. Et puis, ouais, merci beaucoup. À bientôt pour un autre jeu.